D'accord. Bonjour tout le monde. Je suis Tad Loubart, professeur de psychologie à l'Université de Paris. Et dans cette présentation, on va regarder ensemble différents concepts et facettes concernant la créativité et innovation, surtout comment on voit ça du point de vue de la psychologie. Suite. OK. Donc, on en parle de plus en plus de créativité et innovation comme des compétences dans le 21e siècle. Et il y a par exemple une étude par IBM de 1541 PDG dans le monde qui cite la créativité comme la première capacité recherchée chez les futurs leaders. Adobe a mené une enquête avec des enseignants et parents et on constate que massivement les enseignants et les parents vont vouloir. Excusez-moi, je crois que ça a peut-être bugué. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Le live a coupé. C'est quoi ce bordel? Le live, il a coupé. Ok. Donc, le live a coupé. Je pense que ça doit venir du côté de Toll Lubar. Est-ce que Marion et Malo, vous êtes là? Nous sommes en train de régler ce problème technique actuellement. OK. Ça Bon. y est, du coup, c'est revenu. Oui. Oui, je pense que ça a planté. Donc, est-ce que vous pouvez du coup reprendre sur cette diaporama? Oui. D'accord. Alors, donc, ici, je disais qu'il y a plusieurs enquêtes internationales et tout qui indiquent que la créativité et l'innovation sont des compétences du 21e siècle en émergence et de plus en plus importantes dans le monde du travail et aussi dans le monde de l'éducation. Donc, on voit ça avec le World Economic Forum 2020, compétences 21e siècle, qui est une organisation pour promouvoir la pensée critique, créativité, collaboration et communication dans les systèmes éducatifs, des études de OCDE et dans le PISA 2021, la créativité va être une des compétences évaluées. OK, suite. Donc, comment peut-on définir la créativité? On voit ça comme une capacité à produire un contenu qui soit à la fois nouveau et adapté dans son contexte. Ces idées originales peuvent être exprimées dans tous les différents champs, tous les des écrivains, des publicitaires, etc.
Suite. Innovation, on distingue créativité et innovation, et on voit innovation comme un processus plus large avec la production de l'idée. On va dire ça, c'est un peu l'aspect créatif. Et ensuite, l'adoption, l'assimilation et exploitation d'une nouveauté qui a une valeur économique ou sociale. Et dans ces images, on voit un peu le processus d'innovation où il faut avoir l'idée, ensuite développer l'idée et enfin apporter cette idée au marché. Et souvent, ce n'est pas les mêmes personnes qui interviennent dans ces trois grandes étapes d'innovation. En tout cas, la créativité peut aider dans chaque étape, mais le plus souvent, on associe la créativité à la première étape d'innovation, avoir l'idée. Suite. Alors, quand on parle de créativité et innovation, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de créativité et innovation. Peut-être, naturellement, on pense à des cas éminents, des grands inventeurs, des grands créateurs, et on appelle ça la créativité et innovation éminente. Mais ces cas-là font partie d'un phénomène plus vaste qui est la créativité et innovation dans le monde professionnel. Et donc, dans plein de métiers, même si on ne devient pas Picasso ou Einstein, on peut faire preuve de créativité et innovation. Dans la vie quotidienne, la vie personnelle à la maison, par exemple, on peut faire preuve de créativité et innovation de ce qu'on appelle mini-C et mini-I. Et donc, on peut innover, créer des choses dans le contexte familial, par exemple, ou entre amis. Et il y a également ce qu'on appelle la créativité et innovation intrapsychique. C'est un peu vos idées pour innover dans votre vie tout à fait personnelle qui ne regarde même pas la famille ou autrui. Suite. Donc, on va s'intéresser surtout aujourd'hui à la créativité et innovation dans le contexte professionnel. Et on peut concevoir que chaque individu va avoir plus ou moins de potentiel créatif à déployer grâce au processus créatif qui va aboutir à des accomplissements, des productions. Alors, ce potentiel créatif se repose sur quelques ingrédients. On a indiqué ici les ingrédients de la pensée, la cognition, comme une pensée flexible, pouvoir faire des associations lointaines, comme ça se repose aussi sur les traits de personnalité, comme la prise de risque, ouverture, la motivation. Il y a également une composante émotionnelle, par exemple, d'être dans une humeur positive, un état émotionnel positif, peut-être ça peut favoriser la divergence. Et enfin, l'environnement est une sorte d'ingrédient à part, parce que l'environnement peut être source de stimulation ou motivation ou inhibition, éventuellement, de la pensée créative et des opportunités d'innover. Donc, on s'intéresse à ces ingrédients qui contribuent à avoir le potentiel créatif qui peut être déployé grâce au processus et aboutir à une production créative. Suite. Alors, si on regarde quelques cas, on peut penser par exemple à Van Gogh. Van Gogh, il était inspiré des travaux de Millet, Jean-François Millet. Et on voit ici qu'une composition de Millet est reprise par Van Gogh avec une palette différente, avec des couleurs différentes. Il faut savoir que Van Gogh, il avait une période de sa vie où il a produit énormément de ses ouvrages, de ses grands tableaux très connus. Mais à ce moment-là, il avait une convergence d'environnement stimulant à Arles, avec Gauguin qui était présent,
il avait une maîtrise qu'il a développé des connaissances au cours des années précédentes, etc. Et donc, il y avait une convergence de circonstances qui a fait qu'à ce moment-là, Van Gogh a pu mettre en œuvre son potentiel de créativité artistique et produire beaucoup de choses. Si on s'intéresse dans le domaine de l'invention technique, on peut citer Martin Cooper, qui a eu le prix Marconi en 2013, et il est dans la photo avec la première téléphone mobile. On voit que c'est assez grand, ça pèse plus que 2 kilos, et ça peut durer pour une conversation de 20 minutes. Mais personne ne veut parler plus que 20 minutes avec 2 kilos dans la main. Et il a eu une idée qui a révolutionné la téléphonie, mais cette idée vient de son sens d'observation, parce qu'il a observé comment des gens utilisaient le téléphone et il a capté qu'il y avait un besoin qui n'était pas encore adressé par des produits sur le marché, que des gens ont voulu déplacer avec leur téléphone et pas devoir venir toujours au même endroit pour téléphoner. Et donc, comme il avait travaillé avec des systèmes de walkie-talkie, il a pu mettre en œuvre ses connaissances de ces systèmes afin de réinventer le système de téléphone. Suite. Et donc, Martin Cooper, il avait tout un ensemble de conditions réunies le moment venu quand il a eu son idée. Mais comment peut-on détecter ce potentiel créatif? Alors, on travaille entre autres sur des sortes de tests qui permettent de dresser le profil de ces ingrédients chez chaque individu. Et à partir de ça, on va pouvoir aider à développer le potentiel créatif et enfin arriver à des productions innovantes. Suite. Donc, dans ce type d'épreuves, on va par exemple demander aux gens de citer beaucoup d'idées dans un temps limité pour un objet connu comme une tasse ici. Et donc, on a des épreuves de pensée divergente. Suite. On a aussi des épreuves de type flexibilité mentale, où on va montrer une suite d'images, image par image, et l'individu doit dire ce qu'on voit chaque fois. On voit un immeuble, ensuite on voit un immeuble, ensuite on voit quoi, et à la fin, on va voir, c'est un pingouin. Mais ce qui nous intéresse, c'est le moment où l'individu détecte qu'il y a autre chose. Et ça fait preuve de sa flexibilité mentale. Donc, c'est un autre exemple des choses qu'on peut mesurer comme ingrédients et on peut développer ces ingrédients grâce à des activités, des exercices de stimulation de la cognition créative ou d'autres facettes de la créativité. Suite. Donc, ici, on voit ce qu'on appelle un radar avec le profil d'un individu donné en vert et un profil type des gens qui sont, par exemple, très innovants, performants, créatifs dans une certaine tâche. Et on constate que notre individu en vert est plus fort sur certaines composantes, certains ingrédients, mais moins fort que nous pouvons espérer sur des ingrédients comme flexibilité mentale ou pensée associative, par exemple. Et donc, ces décalages par rapport au profil souhaité pour réussir bien une tâche et engendrer des idées innovantes peut être travaillé avec des techniques, avec des méthodes. Suite. Donc, on parle souvent de ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est une pensée en expansion, exploratoire, chercher des idées dans plein de sens différents. Suite. Et également de la pensée convergente intégrative, c'est la synthèse créative, c'est la mise ensemble de plein d'éléments d'une nouvelle manière qui aboutit à une idée créative et éventuellement avec un développement, une innovation. Suite.
Alors, parlons un peu du processus créatif. Qu'est-ce qui se passe entre la page blanche et la production finalisée, l'innovation qui vient sur le marché? Ben, il y a tout un tas d'événements. On va essayer de comprendre comment ça marche. Suite. Donc, je vais prendre l'exemple d'une étude que nous avons menée chez les artistes, les étudiants aux Beaux-Arts à Rennes, à l'Université de Rennes. Et c'est un exemple parce qu'on a d'autres études chez des ingénieurs, chez des étudiants écrivains, chez des musiciens, etc., et des designers. Donc, dans ce type de recherche, on demande aux individus de produire quelque chose. Dans ce cas ici, ils ont produit une sculpture et ils ont un petit carnet de ce qu'ils ont pensé au cours des semaines de travail sur ce projet. Suite. Alors, on va demander aux gens de cocher le type d'activité à chaque séance de travail. Dans ce cas, sur la sculpture, le projet de sculpture. Et donc, il y avait 8 à 12 occasions dans le studio. Et donc, ils peuvent cocher, par exemple, qu'ils ont travaillé ils ont posé des questions sur le projet, ils vont se documenter, ils vont avoir une idée, ils vont expérimenter dans le studio, essayer des choses, etc. Suite. Alors là, on voit deux tracés d'activité. À droite, c'est quelqu'un qui n'a pas très bien réussi finalement sa sculpture. Et à gauche, c'est un étudiant C+, qui a eu une très bonne note parce que c'était une production très créative. On constate que les cases bleues, c'est les mêmes étapes, les mêmes opérations, comme définir le problème, se documenter, expérimenter dans le studio, sauf que les flèches sont différentes. Parce que les flèches montrent les enchaînements quand on est en train de définir qu'est-ce qui se passe après. Quand on est en train d'expérimenter, qu'est-ce qui se passe après. Donc, par exemple, chez des étudiants qui vont être très créatifs, finalement, expérimenter les amène souvent à re-questionner leurs problèmes artistiques. Suite. Donc, on a, par exemple, définir le problème. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un est finalement quelqu'un de créatif, ça peut amener à se documenter. Et si quelqu'un est finalement pas si créatif, ça va amener la personne à d'autres activités comme tenir compte des contraintes, avoir une idée tout de suite ou expérimenter. La pause, c'est également une partie du processus. Et quand on revient de la pause, les C+, vont plutôt associer de nouvelles idées à leur projet et les C- vont plutôt questionner et évaluer ce qu'ils ont déjà fait. Donc, on voit que l'enchaînement du processus différencie ceux qui vont être les C+, et les C-. Suite. Ici, on a une autre comparaison entre les C+, en vert et des C- en bleu dans une tâche d'invention chez des ingénieurs étudiants à ENSAM, École d'ingénieurs. Et là, on voit que des C+, en vert, vont, par exemple, engager certaines activités plus que des C-, notamment dans les 5 dernières séances sur 10 séances de travail. Suite. Donc, tout ça, toutes ces informations nous donnent l'idée que selon les ingrédients que les individus vont pouvoir mettre en œuvre, leur cognition, leur flexibilité, leur personnalité, selon la manière de les mettre en œuvre, le processus, on va aboutir à des idées plus ou moins créatives et finalement, ça va donner l'occasion d'innover plus ou moins. Alors, Alex Osborne, qui est dans la photo, et Sidney Parnes, qui est dans l'autre photo en bas, étaient un peu à l'origine de la méthode brainstorming
Et on voit dans la photo une équipe de Alex Osborne en publicité qui cherchait des idées créatives. Il avait plein de gens avec beaucoup de potentiel, mais Alex Osborne a constaté que des gens ne réussissent pas si bien que ça. Il a pensé qu'ils ont un problème de méthode et il peut manager, aider à structurer le processus. Et de là est venu un certain nombre de techniques ou méthodes de créativité comme brainstorming, comme CPS et d'autres que je vais détailler dans la prochaine diapositive. Donc, suite. Donc, structurer le processus créatif, c'est la raison d'être des techniques de créativité. Et on a plusieurs. On a CPS, Creative Problem Solving, par Treffinger, Puccio, Isaacson et d'autres auteurs. Et ça, c'est les alternances entre divergence et convergence synthèse avec brainstorming comme une méthode de divergence. Donc, c'est un ensemble de techniques qui est développé et il y a des consultants spécialisés dans ce type de méthode. Ça se passe pendant une recherche d'idées, pendant une réunion de travail. La pensée latérale, notamment proposée par Di Bono, c'est plein de techniques pour stimuler la flexibilité mentale et sortir d'un certain type de pensée pour essayer de voir un problème autrement. La méthode CK, c'est une méthode par Actuel et collaborateurs qui permet de déplacer le champ de connaissances typiquement appliqué à un problème afin d'appliquer d'autres champs de connaissances. La posture sensible des techniques oniriques, c'est le fruit de beaucoup de personnes dans ce qu'on appelle l'école française de techniques de créativité, avec Guy Aznar et plein d'autres collègues. Et donc, dans ces techniques, on va plutôt faire un voyage imaginaire, s'éloigner du problème afin d'explorer d'autres univers et les faire illuminer le problème en question. On a des techniques d'innovation participative où beaucoup de gens vont pouvoir générer et contribuer des idées. Et on a des techniques comme Trees et ASIP qui sont spécialement proposées dans des problèmes techniques, notamment des techniques d'ingénieurs et tout ça. Et donc, toutes ces différentes techniques, c'est un univers qui vient structurer le processus créatif pour des gens qui vont s'égarer dans un processus moins optimal, entre guillemets. Alors, il y a d'autres choses possibles pour stimuler la créativité. C'est notamment, sur le long terme, travailler à booster les ingrédients, booster la flexibilité mentale, booster l'ouverture d'esprit, booster la motivation à créer. Donc, ces autres activités de développement à long terme peuvent aider les gens à augmenter leur potentiel créatif de base. Suite. Mais parlons quelques minutes de l'environnement créatif qui va impacter les individus. Parce qu'un individu avec plus ou moins de potentiel va se déployer dans un contexte. Et ce contexte peut être stimulant ou inhibant. Donc, peut-on aussi agir sur le contexte afin que les gens vont pouvoir montrer leur capacité de la meilleure façon? Là, on voit un environnement open space avec des phrases d'inspiration qui vont, en principe, inciter des gens à être dans un esprit créatif. Suite. Là, on voit plein d'endroits qui sont appelés des espaces créatifs, qui sont supposés mettre des gens dans la bonne ambiance pour travailler, chercher à innover. Parce que ces contextes-là vont faire appel dans l'esprit de la plupart des gens à l'idée
que ici, on aime activité et innovation. C'est par l'environnement, on peut signaler certaines valeurs. Suite. Alors, nous avons essayé d'étudier l'environnement propice à la créativité et on a créé des environnements virtuels où on met des gens en forme d'avatar et on va voir l'impact de l'environnement sur leur pensée. Et là, vous êtes dans notre maison d'artistes qu'on a créée, qui existe en 3D, espace virtuel. Donc, on peut mettre quelqu'un ici qui va chercher des idées pour un projet. C'est peut-être plus stimulant que l'appartement typique ou le bureau typique où la personne va travailler. Suite. Ici, vous voyez une salle de réunion virtuelle à droite et vous voyez la salle de réunion réelle à gauche parce qu'on va avoir un point de comparaison. C'est des vrais gens dans leur vrai corps, c'est-à-dire dans la vraie salle de réunion. C'est le point de comparaison. Et dans la salle virtuelle, on mettra d'autres gens dans un corps d'avatar qui vont faire la même tâche. Suite. Donc ici, dans cette étude, c'était une tâche de chercher des idées afin d'améliorer les transports dans la ville comme Paris ou Aix-en-Provence. Et on s'intéresse au nombre d'idées et l'originalité des idées. Suite. Donc on constate que quand on est dans la maison à la plage, maison d'artistes, on trouve plus d'idées en moyenne et des idées plus originales par rapport à la salle virtuelle de réunion et aussi par rapport à une salle qu'on appelait de prison, qui était une salle virtuelle un peu pourrie. Et on a la salle réelle de réunion qui n'est pas indiquée, mais des gens trouvent à peu près le même nombre d'idées et des idées au même niveau d'originalité que dans la salle virtuelle. Donc, la salle réelle et la salle virtuelle de réunion fonctionnent de la même manière. Donc, l'environnement peut booster la productivité et l'originalité des gens. Suite. On peut aussi penser à des avatars qu'on va représenter les gens. Ça peut être un avatar comme on est, ou ça peut être un avatar plus fantastique. Suite. Il faut savoir qu'il y a des études sur les effets avatars. Si on donne des gens un avatar sexy, supposé être des visages d'hommes vers le haut par rapport à des visages d'hommes plus bas, les gens vont inviter d'autres avatars à danser sur une piste de danse avatar plus souvent s'ils sont dotés d'un avatar sexy. Et quand ils sortent de l'étude, ils vont ressentir plus sexy et ils vont parler plus avec des gens qui attendent passer dans l'étude que s'ils avaient un avatar peu sexy. Si on donne un grand avatar, les gens vont négocier plus durement dans un jeu de négociation par rapport à un petit avatar. Donc, l'avatar peut induire des comportements. C'est votre image de soi, en fait. Suite. Dans cette étude, avec des étudiants ingénieurs, on a donné des avatars dits inventeurs, qui ont l'air einsteiniennes, ou des avatars dits non-inventeurs, étudiants normaux. Suite. Et ils étaient dans une salle virtuelle et par la suite dans une salle réelle ou dans la condition contrôle directement dans la salle réelle. Suite. Et on constate que les gens, si on regarde en bleu, les barres en bleu, des gens qui avaient un avatar inventeur ont plus d'idées et des idées plus originales par ailleurs, par rapport à des gens qui avaient un avatar non inventeur qui est le bar au milieu. Et le bar contrôle, c'est des vrais étudiants dans leur vrai corps. Donc, les non-inventeurs avatars, ça fonctionne comme un étudiant dans son corps typique. Donc, c'est un effet avatar à court terme qui booste les gens. Ensuite, alors, en séance 2, ces mêmes personnes sont allées dans la vraie salle, ils n'étaient plus dans le mode avatar. Et on constate que par rapport
à la première séance, ils ont une performance semblable. Ça veut dire le groupe contrôle qui était dans la vraie salle en première séance, dans la deuxième séance avec une nouvelle tâche d'invention et innovation technique, ils avaient la même performance, le même niveau de performance. Des gens qui avaient auparavant un avatar non inventeur sont désormais dans leur vrai corps et ils ont un niveau de performance semblable. Et des gens qui avaient l'avatar inventeur étaient performants et quand ils sont de nouveau dans une vraie salle, dans leur vrai corps, ils restent assez innovants et performants. Donc, c'est l'effet avatar qui continue à impacter le concept de soi. Suite. Chez Alstom, on a mené des études dans les métros virtuels, région parisienne, et les participants étaient des ingénieurs Alstom. Suite. Ces ingénieurs avaient soit un avatar inventeur, soit un avatar usager, différents usagers possibles, une fille, une personne âgée, etc. Suite. Et donc, on constate que le type d'idées générées diffère selon le type d'avatar qu'on a donné à chaque inventeur. Donc, il y a plusieurs inventeurs avec des avatars inventeurs. Ces gens trouvent surtout les solutions techniques pour améliorer et innover dans des produits de rames de métro. Tandis que les gens qui avaient des avatars persona trouvent plutôt des nouveaux besoins pour les usagers. Suite. C'est comment le timing? Ça va, le timing? Yeah? Oui, vous inquiétez pas pour le timing, on a le temps. Ah, ok. Donc, une dernière étude, brainstorming, brainstorming en environnement réel et virtuel. C'est une technique qu'on va déployer pour booster le processus de recherche d'idées. Et donc, dans certains cas, on a des personnes dans une vraie salle. Dans d'autres cas, on a des personnes dans leur avatar, dans la salle virtuelle de réunion. Suite. On va constater qu'il y a plus d'idées générées dans la salle avatar en mode brainstorming par rapport à la salle classique. Et ces idées sont plus originales, mais en termes d'utilité de chaque idée, de son niveau adaptatif au problème, les idées ne différencient pas. Donc, dans les deux salles, on a des idées adaptées, mais les idées sont plus originales dans la salle avatar. Suite. Alors, on revient à notre idée de profil, parce qu'on peut s'intéresser à des gens, leur profil, quand ils sont dans une salle réelle ou dans une salle avatar. Et on constate qu'il y a une interaction. C'est-à-dire, si on prend l'ingrédient prise de risque, des gens qui sont peu preneurs de risque, que ces personnes soient dans une salle virtuelle ou réelle, n'a pas beaucoup d'impact parce que comme ils sont peu preneurs de risque, ça va pas trop aider la créativité. Mais des gens qui sont preneurs de risque, qui ont un niveau assez élevé, vont surtout bénéficier de cette salle virtuelle pour proposer des idées inattendues. Donc, l'environnement peut amorcer ou stimuler la mise en œuvre d'un ingrédient. Et donc, c'est ça l'interaction individu-environnement. Alors, on apprend de ça que certaines personnes peuvent se montrer spécialement créatifs et innovants quand ils sont dans un contexte convenable. Et donc, un individu n'est pas forcément créatif et innovant dans toutes circonstances. Et ça, c'est important pour le management de l'innovation.
parce qu'il faut manager les conditions afin de mettre en œuvre le potentiel des gens. Il faut adapter le choix de techniques ou d'animation créative dans des réunions de recherche d'idées. Suite. Donc là, on arrive à des conclusions. On avait l'idée que créativité, c'est un type de potentiel impliquant multiples facteurs avec processus divergence-convergence. Innovation, c'est en lien avec la créativité. C'est un peu avoir l'idée qui ensuite sera développée et déployée. Le processus créatif est une chaîne d'opération qu'on peut, avec des techniques, intervenir et booster le processus créatif, améliorer le déroulement. C'est ça le concept. Et la dernière chose, c'est que l'environnement peut interagir avec les individus et être un levier pour à la fois la créativité et l'innovation. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez pu suivre à distance ces différentes diapos. Et suite, c'est quoi à la suite? Oui, une dernière diapo finalement, oui. Bah, ça va revenir, ok. Ah oui, moi j'avais pas compris. Voilà, okay, voilà c'est juste un diapo de info de contact. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, on a par exemple l'ouvrage Psychologie de la créativité, etc. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup déjà tout d'abord pour votre intervention. Je pense que toute la promotion est vraiment très heureuse d'avoir entendu votre intervention très passionnante. Personnellement, moi, j'ai vraiment adoré. En tout cas, par exemple, déjà, on a un chat. Donc, si tout le monde veut poser des questions, posez-les dans le chat. Il n'y a aucun problème et nous les poserons pour vous à l'oral à Monsieur Todd Lubar. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et par la suite également, là, j'ai une question plus particulièrement. Donc, ça serait quel conseil quel conseil en fait avez-vous pour de futurs jeunes diplômés comme vous en fait pour innover en fait dans une entreprise? Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner? Alors, à mon avis, pour innover dans des entreprises, une première chose, c'est de prendre connaissance de ses potentiels, de pouvoir avoir une petite idée de ses capacités, parce que souvent, on peut se montrer créatif dans certains secteurs, dans certains types de tâches, dans certaines phases d'innovation, moins que d'autres. Donc, c'est l'idée qu'on est créatif et innovant partout, dans toutes circonstances, dans toute phase de travail, ne reflète pas complètement la réalité du terrain. Et donc, si on a une connaissance de soi, on peut se doter de techniques, des trucs et astuces pour rebooster sa recherche d'idées ou sa capacité de déployer innovation quand on est en manque d'idées. Mais comme si c'était un médicament, selon des ingrédients qu'on manque un peu, certaines techniques seront plus utiles. Donc, si on était avec une maladie, il faut varier le médicament à donner à des gens selon leur maladie. Ici, c'est pas une maladie, mais on veut renforcer sa capacité à innover en mettant toutes les forces dans le même sens. Et donc, on peut s'intéresser quelles sont des techniques, quelles sont des méthodes de recherche d'idées, de développement d'idées qui peuvent être le plus utiles pour moi. Par exemple, certaines personnes vont utiliser mind mapping comme un genre de méthode afin d'explorer un champ de connaissances et chercher des idées. Cette méthode peut être spécialement utile
pour certains individus plus que d'autres, parce que certaines personnes sont éventuellement davantage à l'aise avec une présentation visuelle, par exemple. Donc, avoir une connaissance de soi et chercher à optimiser ses capacités dans son contexte. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. J'ai quelques questions également qui viennent de m'arriver à l'instant. Je vais également vous les poser. Vous parlez de créativité divergente et d'autres types de créativité. Qu'est-ce que vous pensez de la question suivante? Est-ce que nous pouvons être créatifs toute notre vie? Ou finalement, est-ce que nous sommes créatifs parce qu'on l'a provoqué ou parce qu'on l'est à l'origine depuis finalement notre naissance, comme on peut dire? D'accord. La créativité, c'est une facette de chaque personne qui va pouvoir être exprimée plus ou moins tout au long de la vie. Mais selon des circonstances, soit on est force de proposition soi-même, on a une sorte de motivation interne d'exprimer nos propres idées, être force de proposition, soit on peut être sollicité par l'environnement dans le contexte du travail ou à l'école ou par autrui. Et donc, on peut être dans une créativité proactive, innovation proactive ou réactive. Alors, il faut savoir que selon la phase de la vie, on est plus ou moins sollicité à produire des choses. Donc, quand on est en train de commencer une carrière en entreprise, on est très sollicité à produire et engager des efforts au sein de l'entreprise. C'est une période qui est très propice à la créativité et innovation parce qu'on entre en entreprise avec un regard neuf, on est motivé, donc on essaie de produire beaucoup. Il s'avère que les phases de grande productivité sont également, en quelque sorte, des phases de potentielle créativité et innovation, comme si sur 100 idées produites, peut-être il y a une bonne idée. Donc, si on produit 200, il y a peut-être 2 bonnes idées, par exemple. Et dans des phases de carrière, quand on produit moins, par exemple, si plus loin dans la carrière, on a des charges administratives, on va avoir moins de temps productif, entre guillemets, et on va produire moins de choses. Et donc, on a statistiquement un peu moins d'idées créatives en conséquence. Donc, il y a un ensemble de travaux sur la créativité au cours de la vie, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, qui montrent que la capacité existe, mais selon notre niveau d'activité, on va avoir plus ou moins de résultats. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai également une autre question. Vous avez du coup également parlé de comment détecter le potentiel créatif. Donc, ce potentiel créatif est très important pour le processus qui est derrière à ce que vous avez du coup transmis dans votre présentation. Mais du coup, ce potentiel créatif, comment, par exemple, nous, jeunes étudiants et futurs diplômés, pouvons finalement développer ce potentiel créatif et même le trouver en nous pour voir si nous l'avons ou pas. Alors, ça, c'est également encore une très bonne question. Et donc, une manière à évaluer soi-même ces différents potentiels qui contribuent à la créativité et la capacité d'innover, c'est de réfléchir à comment on est dans la vie, surtout quand on est en contexte travail, et essayer d'auto-estimer si
on a des incidents, des exemples de vécu qui fait preuve de ouverture d'esprit, prise de risque, flexibilité mentale, association entre les choses peu souvent associées, motivation pour créer, et voir si dans la vie, on a des exemples de choses qui peuvent aller dans le sens de ces ingrédients. Alors, imaginons qu'on souhaite augmenter certains ingrédients parce qu'on dit peut-être je peux faire mieux en flexibilité mentale, peut-être je peux augmenter l'ouverture d'esprit et la prise de risque. Alors, il faut envisager des activités dans la vie de tous les jours qui vont contribuer à développer ces caractéristiques parce que ces caractéristiques ne sont pas figées dans le marbre. Donc, par exemple, ouverture d'esprit, plutôt d'aller voir toujours le même type de musée, essayer de voir d'autres genres de musées dont on n'a pas l'habitude pour élargir ses horizons, par exemple. Si on a l'habitude de toujours écouter le même type de musique, essayer d'autres types de musique. Donc, élargir la palette expérientielle, c'est quelque chose qui stimule l'ouverture sur le long terme. Une autre piste, c'est d'apprendre, de connaître des techniques de créativité, d'avoir des outils à sortir quand on est coincé, on cherche une idée. J'ai des méthodes qui m'intéressent ou dont je connais comment déployer ces méthodes et je vais, par exemple, utiliser une méthode type brainstorming, type pensée latérale de Bono ou autre chose, ou rêve éveillé, c'est une autre méthode, c'est une technique de Guy Asnar, rêve éveillé. Et donc, je vais être doté de ces outils et je vais les utiliser quand il s'agit utile et nécessaire. Et ça va potentiellement m'aider à aller plus loin. C'est des sortes de prothèses pour amorcer la créativité et l'innovation. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre réponse. C'est vraiment passionnant. Du coup, ça a également encore suscité des questions. Alors moi, j'ai déjà une question qui est personnelle, vraiment. Vous avez parlé que vous étiez psychologue. Et en fait, comment en êtes-vous arrivé à étudier toute cette histoire de créativité? Parce que tout ce que vous dites est vraiment très passionnant et on aimerait vraiment comprendre de la connexion entre votre métier de psychologue et du coup ce développement que vous avez fait au niveau de la créativité. D'accord. Alors, quand je dis, en fait, je suis enseignant-chercheur en psychologie, mais personnellement, je n'ai pas le titre de psychologue comme on entend être psychologue dans le monde pratique clinique. D'accord. Donc, en psychologie, on a toute une branche qui est, on va dire, psychologie tournée vers le monde du travail, des applications, la recherche, R&D. Et donc, je suis plutôt dans ce secteur de la psychologie. Alors, le thème de la créativité, je travaille sur ce thème depuis beaucoup d'années. Mais comment je suis arrivée à ce thème personnellement, c'est peut-être votre question. Oui. Donc, en fait, avant d'être en psychologie, j'étais dans le secteur beaux-arts. Et donc, j'avais un parcours d'études artistiques. Et à un moment donné, je me suis intéressée à observer des camarades artistes et ça m'a amené à s'intéresser au processus créatif et à étudier le processus et à m'investir dans la psychologie. D'accord. Ben, vraiment merci. J'ai également encore quelques questions. Là, j'ai une question qui est très intéressante.
Donc vous avez parlé, en fait, vous avez parlé que souvent que les enfants sont beaucoup plus créatifs que les adultes. Mais finalement, en fait, dans la majorité des cas, les grandes idées sont venues des adultes. Et non des enfants finalement. Donc comment pouvez-vous expliquer cela finalement? Alors, on- si les enfants sont plus créatifs que des adultes, alors ça reste à nuancer en fait, parce que les enfants vont exprimer n'importe quoi comme idée et on trouve ça assez original et bizarre. Et par rapport à leurs camarades de classe, c'est une tendance à dire tout ce qui passe par la tête. Donc, c'est parfois ils sont force de propositions créatives par rapport à ce qu'ils savent déjà. Mais ils vont parfois réinventer les choses qu'on a déjà inventées. Mais c'est quand même un acte créatif chez l'enfant. Bien que quand on parle des adultes, on s'intéresse soit à la créativité dans le monde professionnel, qui est certainement l'objet de votre journée un peu, soit de la créativité dans le monde adulte à la maison, dans la vie privée, on va dire. Donc, dans le monde professionnel, là, on est à un niveau de connaissance et d'expertise et on est en train de contribuer potentiellement dans un corps de métier, sur un marché. Et donc, il ne faut pas réinventer ce qui existe parce que ça n'a pas de valeur économique, sauf si on peut faire ça un peu moins cher, par exemple. Donc, comme le marché pousse à des innovations qui ont une valeur afin d'avancer et faire croître l'activité d'entreprise, tout le monde est concentré sur ce type d'objectif. Et donc, ça génère finalement quelques cas de réussite. Et c'est ça que vous voyez. Et tout le monde qui n'a pas réussi, on n'en parle pas trop, mais ils ont bien essayé aussi. Donc, comparer des enfants et des adultes, c'est comme comparer des gens sur deux planètes différentes. D'accord. Et du coup, pour rebondir sur cette question sur les enfants, vous êtes d'origine américaine, donc vous avez pu peut-être étudier, donc vraiment voir la différence entre la culture française et la culture américaine. Et du coup, avez-vous remarqué une réelle différence entre la créativité française et la créativité américaine? Alors ça, j'ai pas, mais c'est vrai que je suis américain à l'origine et ça fait peut-être 30 ans que j'habite en France maintenant. Et j'ai étudié la créativité aux États-Unis et en France. On constate qu'il y a certaines peut-être variables culturelles qui impactent la tendance à exprimer des idées. Par exemple, aux États-Unis, il est fréquent que la prise de risque qui n'aboutit pas à quelque chose qui marche, c'est pas trop grave. On accepte l'échec facilement. Et d'avoir essayé, c'est le plus important. En France, il y a une attitude peut-être un peu moins propice à l'échec, entre guillemets. Et donc, ça peut impacter la tendance à exprimer ses idées. Et donc, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de travaux sur l'impact des cultures sur la créativité. D'une part, par ces types de, on va dire, facilitation ou inhibition culturelle. Par exemple, en France, c'est entouré de... France, il y a beaucoup de mélanges culturels, mais également en Europe, la France est entourée avec le contact direct avec beaucoup d'autres pays. C'est une richesse qu'on n'a pas forcément dans toutes les régions aux États-Unis. Et donc, cette richesse multiculturelle, en contact avec d'autres cultures,
est une force d'ouverture d'esprit, en fait, qui va dans le bon sens pour la créativité. Donc, chaque culture a des facettes favorables, plus ou moins, et défavorables, plus ou moins. Et également, la créativité, certaines cultures vont dire c'est surtout quelque chose qui doit s'être. Donc, on a même des secteurs qui sont dans certains pays plutôt valorisés pour être des secteurs de créativité et dans d'autres pays, c'est moins vu comme un secteur de créativité. Donc, c'est un thème intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, en parlant, je vais rebondir sur une dernière question. En parlant d'entreprise finalement et de créativité donc dans ces deux pays, est-ce que vous intervenez également en fait dans certaines entreprises pour apporter votre vision de votre vision vraiment extérieure sur la psychologie créative? Oui, ça m'est arrivé d'intervenir dans des entreprises, soit pour aider à structurer le concept de créativité et innovation dans l'entreprise en question, de mieux saisir de quoi il s'agit sur le terrain spécifique de telle ou telle entreprise, ou bien de participer à des activités de développement de potentiel créatif des employés, des collaborateurs, ou bien de participer à des réflexions d'aménagement d'espace travail, environnement travail, afin d'optimiser des conditions pour les gens qui sont là, afin que ces gens sentent que leur environnement est propice à la créativité. Parce que il n'y a pas d'environnement type qui partout va être stimulant. Ça dépend un peu des gens. Voilà. D'accord. Je sais également que vous avez, voilà, peut-être pour conclure sur cette intervention extrêmement enrichissante, vous avez donc également publié beaucoup de livres, dont un en particulier qui s'appelle, dans votre dernier livre, en fait, vous parlez en particulier des arts thérapie. Est-ce que voilà, on peut conclure un peu dessus en sachant que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce domaine, s'il vous plaît? D'accord. Alors, les arts-thérapies, en fait, c'est une sorte d'application de la créativité dans le monde de aide à la personne. Et donc, on a un master d'art-thérapie dont je suis le directeur. Et dans ce secteur, des personnes qui ont des capacités ou des connaissances artistiques, c'est-à-dire art plastique, musique, danse ou théâtre, drama, vont mettre au profit leurs connaissances artistiques afin de mener des activités de création. Par exemple, des individus en souffrance vont peindre, inventer des choses, danser, inventer des danses, etc. Donc, ces personnes en souffrance vont s'engager dans une activité créative par nature. Mais ces personnes ne sont pas des artistes ou des danseurs professionnels. Et donc, par cette activité créative, de création artistique, ça sera un levier pour des personnes en souffrance de retravailler des thèmes qui posent problème grâce à leur accompagnement art-thérapie. Donc, les personnes dans ce métier-là sont égales à la fois artistes et praticiens pour des aspects de thérapie. Et donc, c'est un secteur qui est en pleine croissance dans le monde, en fait. Et donc, c'est à peu près ça le concept de art-thérapie. D'accord. Est-ce que je peux vous poser juste une toute dernière question? Oui.
Alors, du coup, en dernière question, qui est, je trouve, très, très pertinente. En fait, aujourd'hui, nous, dans notre promotion, donc je ne sais pas si Laurine vous a fait un petit peu part, mais on est sur 75 personnes que des ingénieurs. Nous ne sommes pas que des ingénieurs. Il y a 12 personnes qui viennent également de l'école EM Lyon Business School qui n'ont pas de parcours ingénieur. Je me suis mal exprimée dès le début, excusez-moi. Mais du coup, en fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est dans votre processus d'étude de créativité, comment vous avez perçu la créativité du monde scientifique et comment pensez-vous aussi, enfin, pensez-vous que c'est pertinent de mêler la créativité, l'innovation et également le scientifique avec notre aspect ingénieur? Nous avons étudié ce qu'on appelle la créativité scientifique ou créativité des ingénieurs. Il s'avère que ces métiers, scientifiques, ingénieurs, sont considérés des métiers, entre guillemets, créatifs. Parce que par nature, l'objectif d'un scientifique ou un ingénieur est d'inventer quelque chose, d'aller plus loin, pas de simplement redessiner la même chose qui existe déjà. Donc, ces métiers, comme un métier d'artiste, comme un métier d'écrivain, sont des métiers créatifs par nature, avec une forte pénétration de créativité dans le cœur du métier. Il faut savoir aussi que le métier type manager, entreprise, c'est un métier où la créativité peut intervenir et aider par moment dans la réussite des tâches managériales. L'entrepreneur, c'est un métier créatif dans le monde business. Donc, le fait que les ingénieurs, par exemple, s'intéressent à la créativité et l'innovation, c'est naturellement bienvenu pour réussir dans leur corps de métier. Le fait que les ingénieurs, par exemple, s'intéressent à une future innovation et déploiement d'une innovation sur le marché peut être aidant dans le sens que c'est un objectif finalement plus loin de leur activité d'ingénieur, c'est que quelque chose inventé arrive à être utilisé et déployé sur le marché. Donc, si c'est pour inventer quelque chose qui reste dans le placard, c'est pas vraiment une grande réussite. Martin Cooper, c'est un exemple d'ingénieur qui a, avec ses co-équipiers, révolutionné la téléphonie de notre époque et donc il est souvent cité comme un cas éminent de créativité et innovation. Et s'il a simplement eu l'idée et ensuite fait ses croquis et mis ça dans le placard, on sera toujours peut-être avec des téléphones stationnaires, des cabines téléphoniques, etc. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment de cette intervention. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Et puis après, nous passerons du coup à la suite de la journée. Non, je vous remercie de cette invitation et de l'attention que vous avez prêtée à cette intervention. Je remercie Laurine de m'avoir invité. Comme j'étais dans le voisinage, ça me fait plaisir de pouvoir participer à cette journée.